Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la présidente de la Commission d'affaires sociales, je vais formuler une première question très rapidement dans le prolongement de ce que vous venez d'exposer, puisque vous vous trouvez l'une et l'autre au confluent de décisions qui doivent être prises en fonction de la position scientifique et de la décision publique qui s'adapte aux Français. Position scientifique, que ce soit celle de l'OMS qui a évolué, celle du Conseil scientifique, celle de notre Académie de médecine, donc l'évolution de ces positions, leurs différences parfois, leurs confrontations, leurs itérations, et la décision publique qui doit poser un cadre général garantissant aux Français leur égalité devant la loi et devant la décision, et permettre la différenciation territoriale dans l'application adaptée au terrain de nos décisions collectives. Ça nécessite donc de définir une doctrine scientifique et médicale et de la faire évoluer en fonction de notre connaissance du virus pour permettre aux responsables publics de prendre des décisions éclairées. Et je crois qu'il serait intéressant que devant la représentation nationale, vous puissiez nous dire comment vous avez adapté vos décisions et vos aides à la décision aux évolutions de notre connaissance du virus au cours du temps et comment demain nous pourrons ainsi décider en fondant nos décisions sur des constats humbles, mais solide et partagé, de telle sorte que sur le terrain, les Français ne se trouvent pas en situation anxiogène, où il pourrait y avoir des décisions qui ne sont pas fondées sur une objectivité scientifique et qui seraient par trop différentes et les priveraient ainsi d'une égalité devant la décision. Sur ce que vous avez dit, Monsieur le Président, et les questions de la Présidente, d'abord, vous l'avez parfaitement rappelé, c'est une situation totalement inédite et nous avons finalement eu à gérer, et il faut le partager avec les parlementaires, énormément d'incertitudes scientifiques. D'abord, un virus que personne ne connaissait, qui a été séquencé en janvier, beaucoup de connaissances qui arrivent au fur et à mesure, et beaucoup de connaissances qui ne sont pas encore disponibles. On voit bien que sur l'immunité, on a encore beaucoup de débats scientifiques. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de production de connaissances sur un temps aussi court. Donc c'est assez frappant. J'en discutais avec des collègues infectiologues. Les années 70 ont été marquées par le fait qu'on a cru que les maladies infectieuses allaient disparaître. Et puis on voit bien aujourd'hui, avec le sida, avec l'antibiorésistance, avec toutes les émergences, que malheureusement ce n'est pas le cas, et que le rôle de l'environnement et du climat vont encore peser sur les maladies infectieuses. Mais nous avons eu énormément de discussions à un niveau international, et je pense que les Françaises et les Français doivent le savoir. C'est assez impressionnant de voir les échanges permanents, constants, par mail, de l'ensemble des sociétés savantes entre elles. Les réanimateurs, les spécialistes des maladies infectieuses, les spécialistes des virus n'arrêtent pas d'échanger au niveau international, entre laboratoires, et ça c'est un point extrêmement positif. Les sociétés savantes ont toujours été associées à nos travaux depuis le début, toutes les sociétés savantes françaises, évidemment l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, avec laquelle nous échangeons aussi, le Haut Conseil de santé publique, le Conseil scientifique qui a été mis en place à la demande du Président de la République. Donc il y a énormément d'enjeux scientifiques. Il y a aussi, et c'est tout à fait frappant, la déclinaison dont vous parlez, la déclinaison territoriale, qui est que la France est dans une situation épidémiologique totalement hétérogène. C'est assez inédit. Il y a des départements massivement touchés. Je citerai par exemple le département du Haut-Rhin qui paye un très lourd tribut en termes de mortalité, ce qui veut dire que c'est le département où le virus a le plus circulé, tout simplement. Donc il y a une part importante de la population qui est touchée. D'autres départements n'ont quasiment pas vu circuler ce virus. Donc cette évolution nécessite d'être prise en compte, évidemment, puisque nous allons bâtir les prochaines semaines en fonction de l'évolution épidémiologique, de la circulation du virus en temps réel, de l'activité de ville, des laboratoires, de SOS médecins, des médecins généralistes et de l'activité hospitalière. Sur la question que vous posiez en matière de fondement scientifique de nos décisions, j'ajouterai un aspect qui a été très important pour nous. Ça a été les travaux conduits par l'Institut Pasteur en matière de modélisation de l'évolution de l'épidémie, qui ont été extrêmement précieux tout au long de la gestion de cette épidémie, puisque en fait, ils nous ont permis, au départ avec beaucoup d'incertitudes et progressivement avec de moins en moins d'incertitudes, d'élaborer des modèles de niveau de contamination au plan national, mais aussi au plan régional, qui ont été extrêmement précieux pour que nous puissions analyser leur impact sur nos capacités en réanimation, données que nous disposions et qui étaient mises à jour pour ce qui concerne la disponibilité des capacités de réanimation tous les jours, et qui nous ont permis de piloter au plus fin la prise en charge des patients dans chaque région, et y compris les transferts, et d'anticiper les décisions que nous devions prendre. C'est un volet extrêmement important pour ce qui est du pilotage finalement de nos capacités de prise en charge et de l'estimation de l'impact, ce qui nous a permis et conduit d'ailleurs à augmenter massivement nos capacités de réanimation dans un délai très court compte tenu de ces hypothèses.